Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur et celui-ci a une mécanique, on va dire, qu'on connaît un peu plus, mais qui est toujours aussi effrayante. Cette histoire, c'est l'histoire d'Adeline et Adeline nous explique qu'elle se passe alors qu'elle vivait à Paris et qu'elle rentrait de l'université. Elle prend le bus pour rentrer, etc. Et alors qu'elle est dans le bus, elle se sent mal à l'aise. Elle lève la tête et elle voit un homme qui la regarde avec un regard qu'elle dirait bestial. Elle se sent mal à l'aise et elle se dit qu'elle va sûrement descendre un peu avant son arrêt pour ne pas descendre à l'arrêt auquel elle descend d'habitude pour pas lui montrer où elle descend d'habitude. Compliqué comme explication, mais vous avez compris. Donc, elle dit qu'elle fait comme dans les films, elle attend que quelqu'un appuie sur le bouton pour descendre, elle se lève pas, et au dernier moment, au moment où les portes vont se fermer, elle saute du bus et elle court. À ce moment-là, elle se dit bon, que c'est bon, elle l'a semé, sauf que lorsqu'elle se retourne, elle voit toujours ce mec qui lui fait un sourire terrifiant. Adeline continue sa route et elle décide de rentrer dans un magasin, d'envoyer des messages, etc. Et une fois qu'elle ne le voit plus, elle décide de quitter ce magasin et de se barrer vite jusqu'à chez elle. Et là, elle ne le voit plus. Elle se dit bon, tant mieux, c'est peut-être juste une coïncidence qu'ils descendent au même arrêt que moi, je me suis fait des films. Mais alors qu'elle arrive proche de son bâtiment, elle se retourne et elle voit toujours ce mec qui est toujours là, en train de lui sourire, avec un sourire terrifiant. Là, elle court jusqu'à son appartement, elle rentre, monte les étages et ferme à clé son appartement. Elle tombe totalement épuisée et quelques secondes après, son interphone sonne. Comme une idiote, comme elle le dit elle-même, elle répond, qu'elle n'aurait pas dû faire, puisque maintenant, il a son nom. Quand elle répond, elle entend aussi que tous les autres interphones sonnent, c'est parce qu'il a sonné chez tout le monde en espérant que quelqu'un lui ouvre. Et au moment où elle répond, vu qu'il y a son nom sur l'interphone, il dit simplement « Adeline ?» Là, elle est pétrifiée. Elle ne sait pas quoi dire, elle est totalement terrorisée. Il continue en lui disant « Ouvrez-moi, s'il vous plaît, je veux juste vous parler », avec une voix plutôt suppliante. Il dit qu'il ne bougera pas d'ici et qu'il veut juste la voir. Il l'invite même à venir à la fenêtre pour le voir et le regarder pour voir qu'il n'est pas méchant. À ce moment-là, il y a comme un déclic dans la tête d'Adeline. Elle comprend que si elle se met à la fenêtre, il va savoir à quel étage elle est et à quel appartement. Donc elle refuse, elle raccroche juste et elle tombe par terre. Quelques minutes plus tard, son interphone sonne encore et Adeline décide d'appeler son copain. Son copain lui dit simplement bah appelle la police. Et elle se dit mais bien sûr, pourquoi j'ai pas fait ça à ce moment-là? Même sur le moment où elle l'a au téléphone, elle réagit pas en fait, elle se dit pas qu'il faut qu'elle appelle la police. Et après avoir raccroché avec son copain, elle appelle même son meilleur ami pour discuter. Elle oublie totalement d'appeler la police. Sauf que voilà que son interphone ressonne. Elle le prend et simplement la personne dit j'ai soif, ouvre-moi s'il te plaît. Adeline est totalement tétanisée et paralysée. Elle est effrayée mais au plus haut point. Vous imaginez? Moi j'imagine très bien parce qu'au moment où j'ai lu ce thread, j'en ai eu des frissons. Et Adeline nous explique qu'elle aussi, elle a eu des frissons sur tout le corps. Il continue. Ouvre-moi, Adeline, j'ai tellement soif. C'est comme si elle pouvait sentir que lui-même sentait qu'elle était apeurée. Bref, elle a fini par raccrocher. Elle dit qu'elle avait tellement peur de faire le moindre bruit qu'elle avait même peur de respirer. Pourtant, elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre, mais elle avait ultra peur. Elle a fini par s'endormir d'épuisement et l'interphone a encore sonné plusieurs fois pendant la nuit. Elle s'est réveillée le matin, totalement effrayée de quitter son appartement et du coup, elle a appelé son père qui est venu la chercher. Quand ils sont descendus, ils ont ouvert la boîte aux lettres et dans la boîte aux lettres se trouvait une lettre où il était écrit « Tu aurais dû m'ouvrir, Adeline. J'avais juste soif. » Voilà sur quoi elle tombe et son père et elle décident d'aller voir la police. Ils prennent ça très au sérieux et disent qu'ils vont faire donc des rondes autour de la maison. Son père fait intervenir une entreprise pour mettre un digicode sur l'immeuble carrément et il prévient tous les autres voisins de ne pas ouvrir s'ils n'attendent pas quelqu'un. Elle n'a jamais revu ce harceleur et les jours qui suivent, son père se pose devant l'immeuble avec ses amis pour vérifier qu'il n'y a personne. Le père, il n'est pas là pour rigoler. Ok, il n'est pas là pour vous faire marrer ou quoi que ce soit, il est là pour vous démarrer si vous touchez à sa fille. Et il a bien raison. Démarrons ce petit con. Bref, après ça, elle a pris encore un chemin différent pour rentrer et elle tenait toujours fermement son téléphone dans la main pour appeler quelqu'un en cas de problème. Elle est toujours traumatisée par cette histoire, même si ça fait un moment que ça s'est passé. En même temps, on peut le comprendre. La mécanique est horrible. Cette histoire, c'est l'histoire de Camille et elle se passe il y a déjà plusieurs années. À l'époque, elle est à la fac et elle rentre chez elle avant un partiel pour pouvoir manger. Elle se met en route et c'est un chemin qu'elle prend très souvent puisque c'est le chemin pour rentrer et revenir chez elle, sachant qu'elle y va le matin, elle revient le midi, elle y retourne l'après-midi et elle revient le soir. Donc elle le fait 4 fois par jour. Ce jour-là, elle est en train de mettre ses écouteurs et elle voit deux personnes, elle dirait un couple, en train de se prendre la tête, en train d'avoir une altercation. Elle voit que l'altercation dégénère un peu puisque le mec prend la femme et la plaque contre le mur. À ce moment-là, la femme est contre le mur, elle tourne la tête vers Camille et elle a l'air d'avoir un regard qui demande de l'aide.
Au moment où la femme tourne le regard, le mec aussi tourne le regard et elle, qui est contre le mur, en profite pour se libérer. Camille est un peu tétanisée par la situation, elle comprend pas trop ce qui se passe, elle sait pas si elle doit intervenir ou pas. Vous voyez le genre de situation. Et du coup le mec reste figé, la femme a réussi à se libérer, elle avance vite vers Camille et au moment où elle arrive à son niveau, Camille lui dit « Est-ce que tout va bien ?» La femme ne répond pas, par contre elle est livide, le visage blanc, elle pleure et elle a l'air totalement terrorisée. Au même moment, Camille regarde vers le mec et le mec n'a toujours pas bougé, il reste là planté et il fait rien, juste il les fixe. Le temps qu'elle regarde à côté d'elle, la femme a disparu, elle a pris une rue parallèle. Et alors qu'elle regarde vers le mec, cette fois-ci c'est le mec qui a disparu. Elle se dit ok, fin de l'altercation. Elle continue sa route et au bout de quelques secondes, elle pense à un truc comme ça, elle se dit j'ai un pressentiment, il y a un truc là dans ma tête. Je me dis un truc qui va pas là. Elle se dit comment le mec là où il était, il a pu disparaître. Et là, il y a quelque chose qui tire dans sa tête et elle se dit putain, il est caché entre deux voitures et c'est moi la prochaine. Elle se dit ok, de toute façon, là, je suis sur une avenue qui est pas très fréquentée, mais très vite, je vais arriver dans un endroit qui est très fréquenté. Donc je trace, quand je passe, je le regarde pour lui dire eh oh mon frérot, c'est trop tard, hein, je t'ai vu, tu ne peux pas me surprendre. Et elle décide de faire ça. Donc elle continue sa route et évidemment, au moment où elle arrive entre les deux voitures, le mec est là, accroupi, juste à côté d'elle, derrière les voitures, avec un sourire terrifiant. Elle le regarde avec un air assez assuré, un air qui veut dire écoute frérot, je savais que t'étais là, ton effet de surprise, tu l'as dans le... voilà. Elle continue sa route et lui emboîte le pas directement, il se colle limite à elle. Elle le pousse un peu et elle commence à frissonner parce qu'elle sait que pour l'instant, elle est pas du tout en sécurité. Il lui demande quel âge elle a, si elle a un mec, etc. Elle répond que oui pour qu'il la lâche, sauf que il lui répond simplement qu'il en a rien à foutre, qu'elle va venir avec lui et qu'il va lui faire sa fête. Camille, elle accélère fortement en lui disant qu'elle n'est pas intéressée et elle arrive finalement à la place où il y a beaucoup de monde. Elle se retourne vers lui, beaucoup plus sûre d'elle et elle lui dit bon c'est bon maintenant, dégage, tu me sers à rien, bref là tu vas rien faire donc barre-toi. Il lui fait un sourire terrifiant, le pire de sa vie, hein. Clairement c'est elle qui le dit. Il recule d'un pas et il disparaît dans une autre ruelle. Camille se dit bon ok, je suis tranquille, tout va bien et elle reprend sa route. Sauf que là il y a un autre truc qui tilte dans sa tête. C'est qu'elle vient de comprendre que la rue qu'elle va prendre pour rentrer chez elle, elle est reliée à la ruelle que le mec vient de prendre. Et elle sait que dans cette rue qu'elle va prendre pour rentrer chez elle, il n'y a pas grand monde et les seules personnes qui habitent ce sont surtout des vieux. Du coup elle se dit que si elle crie ou quoi que ce soit, s'il y a un problème, personne ne pourra l'aider. Là à ce moment elle commence à flipper mais c'est le seul moyen, la seule route par laquelle elle peut rentrer chez elle. Donc elle marche tranquillement vers là-bas et au moment où elle rentre dans la ruelle, le mec est planté là, droit comme un i, en train de la fixer avec un regard bestial. Vraiment, il est prêt à l'attraper et elle sent que le danger est juste devant elle. Camille, elle se fige et alors que le mec commence à courir vers elle, elle court le plus vite possible dans la direction d'un garage où elle se réfugie et elle appelle à l'aide aux personnes qui sont à l'intérieur. Elle leur explique qu'un homme la suit depuis un moment et que si il l'attrape, elle va finir morte dans un sac poubelle. Camille a de l'imagination, elle explique qu'elle fait des études de criminologie. Les mecs la prennent directement au sérieux, ils sortent avec des barres de fer, 4 mecs comme ça qui sortent, et ils se pointent devant lui. Ils lui font des signes, ils lui disent de dégager, et le mec dégage directement le plus vite possible. À ce moment-là, Camille vient d'être sauvée par les garagistes. Comme quoi, les super-héros sont partout autour de nous. Et ce n'est pas fini puisque quelques secondes après, les flics arrivent et demandent ce qui se passe. Les garagistes leur expliquent et ils partent en trombe pour essayer de le rattraper. Elle apprendra après qu'ils ont réussi à le rattraper, qu'ils l'ont arrêté et qu'il a même fini en prison parce qu'ils le recherchaient pour plusieurs agressions, pour meurtre. Et il avait déjà harcelé et violenté plusieurs filles de sa fac. Voilà. Bon. Comme quoi, des fois, on a de la chance et Camille s'en est bien sortie. On est vraiment content pour toi. Camille nous explique que maintenant, elle se balade avec une bombe lacrymo, même si on n'a pas le droit, apparemment, selon la loi. Et qu'elle s'en fout parce que maintenant, elle a tellement peur qu'il vaut mieux éviter des autres problèmes et surtout être prêt. Cette histoire, c'est l'histoire d'Amanda et elle démarre assez simplement. Alors qu'un jour, elle étend son linge dans sa buanderie, elle sent une odeur vraiment très forte d'une sorte d'animal mort. Et en plus de ça, elle sent comme un instinct qui lui dit de fuir, elle sait pas pourquoi, et pendant quelques secondes, elle est terrorisée. Ce sentiment, il devient de plus en plus fort et elle décide de se barrer, de vite monter chez elle, de s'enfermer et ensuite de ne plus bouger, puisqu'en plus de ça, elle fait une crise d'angoisse. Plusieurs heures passent, elle décide d'y redescendre et cette fois-ci plus d'odeurs bizarres et plus ce mauvais sentiment. Peut-être juste un mauvais feeling, etc. Mais attendez de voir la suite.
Quelques semaines plus tard, alors que elle et son mari sont en train de fumer une cigarette sur leur terrasse, ils entendent une sorte de bruit de chien qui couine, etc., qui vient de la forêt juste à côté de chez eux. Ils se disent que c'est bizarre, donc ils vont voir, ils s'approchent, mais plus ils s'approchent, plus ils ont l'impression que ce n'est pas un chien qui couine, mais plutôt une sorte de hibou. Amanda nous explique que elle a vécu dans un endroit où il y avait beaucoup de hiboux, mais ça ressemblait à un hibou, mais on aurait plus dit quelqu'un qui essayait d'imiter le bruit du hibou. Et son mari est d'accord avec elle. Du coup, à ce moment-là, il crie, il dit « Y a quelqu'un ?» Mais la seule réponse, c'est le silence. Quelques secondes de silence, puis un rire qui paraît surnaturel. Un rire étrange qui, elle-même, n'arrive pas à expliquer. Sauf qu'au moment de ce rire, elle et son mari sont pris d'une décharge d'adrénaline et un frisson. Ils font demi-tour et courent jusqu'à chez eux et s'enferment. Quelques semaines plus tard, encore, cette fois-ci, c'est Amanda qui fume sa cigarette toute seule dehors et elle voit deux hommes qui passent près de la forêt où ils avaient entendu le bruit. Au moment où ils passent, elle voit qu'ils s'arrêtent, qu'ils allument la lumière de leur téléphone et qu'ils cherchent quelque chose dans la forêt, comme s'ils avaient entendu quelque chose. Amanda les observe de manière très attentive pour essayer de voir ce qui se passe et à un moment, les deux hommes éteignent leur lumière et se mettent à courir leur race le plus loin possible. Amanda, elle est figée, elle regarde, elle n'a rien vu, elle voit juste les mecs se tirer le plus vite possible. Et elle ne comprend pas pourquoi. Bref, encore quelques temps plus tard, le mari d'Amanda lui envoie un message pour lui dire qu'il est persuadé d'avoir entendu sa fille rire dans le champ qui est en face de leur maison. Et quand il est allé voir, il n'y avait personne. Et finalement, en fait, sa fille, enfin leur fille, était à l'intérieur de la maison en train de jouer avec ses jouets. Tout va bien. Il a eu l'impression d'entendre une fille, ou en tout cas sa fille, jouer et rigoler et parler avec quelqu'un aussi, pardon, dans le champ d'en face. Toujours de plus en plus rassurant. Toujours encore quelques jours plus tard, Amanda retrouve du sang séché sur la poignée de sa porte, sur sa porte directement, au sol, etc. Et elle comprend pas de quoi ça pourrait venir. Elle dit que en même temps et le même jour, son voisin s'est fait couper les câbles d'internet et qu'on frappait fort à sa porte et qu'à un moment son voisin du coup était sorti d'un coup par sa porte, prêt à en découdre avec la personne qui était devant, sauf qu'il n'y avait personne. Est-ce que c'est beau pour vous? Je le fais hyper mal. Amanda continue son histoire en nous expliquant qu'elle entend constamment des choses sur le toit, à côté, marcher à côté de sa fenêtre, etc. Et que même leur chien, de temps en temps, se met à grogner dans une direction et à aboyer, etc. sans qu'il y ait vraiment de raison en fait, ou en tout cas rien de visible. Amanda dit qu'elle a probablement fait une erreur un jour en essayant de provoquer cette chose pour essayer d'avoir un enregistrement. Puisque depuis ce jour-là, tout s'est empiré. Un jour, alors qu'elle cherche à avoir le bruit, elle nargue un peu cette chose, pour elle, qui est quelque chose de surnaturel, et alors qu'elle nargue cette chose, elle entend encore le bruit de hibou très bizarre et ce rire surnaturel. Juste de vous le dire, j'en ai des frissons, c'est bon? Elle entend ce rire, elle saurait vraiment pas l'expliquer, et c'est pour ça que j'ai fait quelques recherches et que j'ai retrouvé ce son et ces histoires de Skinwalker. Some kind of wild animal out here going crazy. Hey, Porter, what is going on out here? I see him right there. Can't zoom in, I can't see its eyes. Alright, boys. I'm going after it. Something out here screaming. Ça, c'est ce que j'ai pu retrouver de vraies expériences et de vrais sons que certaines personnes ont enregistrés. Pour l'instant, j'ai contacté Amanda, je vous le cache pas, et j'attends qu'elle puisse m'envoyer ses enregistrements à elle, parce qu'elle essaie toujours de les avoir. Cela dit, elle demande de l'aide, puisque elle-même ne sait pas ce qui se passe. Elle a contacté une personne qu'elle connaît, qui fait des rituels, des choses comme ça, qui croit au paranormal, et qui lui a dit que ce serait peut-être un Wendigo, un Skinwalker justement, et qu'il fallait simplement effacer les traces et le laisser tranquille, et surtout ne pas s'en mêler. Sauf que Amanda, elle n'y arrive pas à ne pas s'en mêler, elle veut des réponses et personne ne la croit quand elle le raconte. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas, je mets le lien de l'histoire en commentaire et vous pouvez du coup aller voir, lui donner des idées, etc. Je vois qu'il y a pas mal de gens déjà sur ce thread-là qui ont essayé de lui donner leurs idées. Et en attendant, eh bien, Amanda est toujours terrorisée par ce Skinwalker, ce démon, peu importe à quoi vous croyez, en tout cas, c'est très étrange. Cette histoire, c'est l'histoire de Luna et elle se déroule dans un pays qu'elle ne nous donne pas, mais un pays susceptible beaucoup de croire au paranormal.
Alors cette histoire elle est un peu spéciale parce que c'est à la fois un thread d'horreur et à la fois un truc un peu plus léger quoi. Je me suis dit au milieu de temps en temps changer, voilà. Peut-être que personne ne regardera cette vidéo du coup. Bref, cette histoire se passe alors qu'elle a 18 ans et assez tard le soir. Il est environ 23 h. Elle est au téléphone avec son petit ami et là, ils se prennent la tête énormément. Genre vraiment, ça part très très loin. Elle est en pleurs, etc. Et elle a une très bonne idée, c'est ironique évidemment. Elle décide d'aller confronter son copain directement en partant de chez elle de nuit. Sachant que les rues qu'elle doit traverser ne sont pas du tout éclairées, elles sont même très sombres et du coup assez dangereuses. Mais peu importe ce qui lui arrive dans la tête et ce qui pourrait l'empêcher de le faire, puisqu'en fait elle s'en fout, elle est tellement énervée, elle s'habille à l'arrache et elle part directement de chez elle. Elle explique qu'elle a un style un peu poupée chinoise, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux très raides, elle a la peau très blanche et en plus comment elle est habillée, etc. Bref, ça fait un peu poupée et normalement c'est pas censé donner trop envie non plus. Sauf que voilà qu'elle marche et que d'un seul coup elle a un saignement du nez. Elle explique que quand elle est vraiment énervée ou sous l'émotion, elle saigne du nez et du coup elle a du sang plein les mains, du sang plein le pull, mais elle est tellement vénère qu'elle continue sa route parce que ça l'énerve encore plus en fait. Elle a encore plus envie de casser la gueule à son mec. Sauf qu'au bout d'un moment, elle marche et c'est à ce moment-là qu'elle se fige parce qu'elle voit un groupe d'hommes juste en face d'elle avec des sortes d'outils, etc. On dirait des travailleurs et une échelle qui la fixe. Elle se dit que c'est sûrement des réparateurs parce qu'ils font souvent ça la nuit pour éviter de déranger. Sauf que là, ils la fixent et il fait tellement noir qu'elle ne voit même pas leur visage. Elle sent que ce n'est pas de bon augure, hein, évidemment, vu que c'est une fille toute seule et qu'un groupe de mecs dans la nuit, eh ben, elle sent que c'est une très mauvaise idée. Elle s'apprête à faire demi-tour, mais eux commencent à s'avancer d'un pas vers elle et tournent vraiment tous la tête sur elle en même temps. Là, elle est figée, elle est tétanisée. Pendant plusieurs secondes, ils se regardent tous et alors qu'il y a un grand silence, un des mecs se met à hurler. Mais c'était pas un cri bizarre ou quoi que ce soit, on aurait dit plutôt un cri d'effroi. Et alors que le mec descend de son échelle et qu'ils se mettent à courir, elle est persuadée qu'ils vont lui courir dessus, elle ne peut plus bouger, elle est tétanisée par la peur. En réalité, ils font en fait demi-tour et montent le plus vite possible dans leur voiture et se cassent le plus vite possible. Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, comme je vous le disais au début, on est dans un pays qui croit pas mal au paranormal et notre amie, ici présente, avait un style de poupée chinoise avec les cheveux raides, noirs, etc. Vous voyez un peu The Grudge, hein, j'en reparle comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Les mains pleines de sang, le visage plein de sang, le pull plein de sang. Ils ont cru voir un fantôme et ils ont eu extrêmement peur. Le thread d'horreur, c'était elle-même. Pour ça, je trouvais ça marrant. Voilà. En plus de ça, ça ne se finit pas là puisque quelques jours plus tard, elle apprend dans les journaux qu'un groupe de voleurs qui se faisaient passer pour des travailleurs a été arrêté et qu'ils avaient même tué une femme durant un cambriolage. Et qu'ils les avaient retrouvés grâce à une échelle qu'ils avaient laissée sur un endroit de leur cambriolage qui était l'endroit où elle était passée. Donc, comme quoi, des fois, la vie fait bien les choses, on va dire. Et cette coïncidence-là a fait qu'elle a arrêté indirectement un groupe de voleurs qui avait déjà tué une femme, hein, quand même. Et heureusement qu'elle avait cette tenue parce que peut-être qu'elle aurait très mal fini en plus de ça. Donc c'est elle qui leur a fait peur. Alors qu'elle dit qu'elle n'a rien d'effrayant, hein. Elle est petite, elle est toute gringalette, bref, la dernière personne qui ferait peur, mais toutes ces circonstances ont fait qu'elle a effrayé 5 mecs. Cette histoire, c'est l'histoire d'Alexia et elle nous explique qu'elle s'est passée il y a déjà plusieurs années, il y a même plus de 20 ans, mais que cette histoire est encore fraîche dans sa tête. C'était lors de la naissance de son premier fils qui est né à 32 semaines, ce qui fait à peu près 7 mois et demi, donc qui était quand même prématuré. Il est rentré chez lui avec un respirateur, il était vraiment petit et même des doses de caféine. Une fois chez eux, des choses étranges ont commencé à se produire. Le chat qui allait tout le temps dans la chambre du bébé avant qu'il naisse n'y allait plus du tout, et le chien se mettait dans les escaliers, regardait vers la chambre du psy et penchait la tête comme ça, comme s'il écoutait quelque chose. Elle s'est même surprise une fois, alors qu'elle changeait le petit, à avoir l'impression que son mari arrivait derrière elle et lui touchait l'épaule, et au moment où elle s'est retournée, il n'y avait personne. Dans cette maison, elle a toujours eu le sentiment qu'elle n'était pas seule. Alexia nous explique que ses parents lui ont offert un babyphone qui se met sous l'oreiller du bébé et une fois qu'il est en place, si jamais le babyphone sent que le bébé ne bouge pas assez, eh bien il sonne pour réveiller les parents, qu'ils viennent voir s'il bouge toujours, etc. Vu que c'est un prématuré, il faut quand même le surveiller assez attentivement. Elle explique que cette alarme se déclenchait tout le temps, mais que pour Alexia, ça semblait normal, vu qu'il était tellement petit que ça se trouve, le babyphone ne détectait pas qu'il respirait encore ou qu'il bougeait, donc du coup, il se déclenchait automatiquement. Il y avait autre chose un peu bizarre, c'est que ses amis lui avaient offert un jouet peekaboo, donc un jouet qui fait « Eh oh,
tout ça. Et en fait, il sortait de son emplacement à chaque fois qu'il faisait ça. Et il s'activait tout seul. Genre, d'un coup, t'étais dans la chambre et d'un coup, vous connaissez ce truc du film d'horreur, genre, eh oh, genre comme ça. Et ça s'activait comme ça tout seul. Et même quand il était enfermé dans un placard. Elle a jamais trop compris, mais elle trouvait ça encore étrange. Pendant ce temps-là, les nuits, quand elle dormait, elle rêvait en plus de ça d'une femme avec les cheveux longs et noirs et un foulard sur la tête qui s'approchait du berceau de son gamin et approchait sa main comme ça. En fait, elle explique que ce rêve, il avait différents feelings, on va dire. À des moments, ça lui faisait peur, mais en même temps, ça avait un côté réconfortant. Elle sait pas trop le décrire, mais elle n'était pas trop inquiète de voir cette femme approcher de son gosse. Elle se souvient qu'un jour, alors que le gosse était toujours sous caféine et sous oxygène, elle dormait du côté droit du lit, alors que d'habitude elle dort du côté gauche, mais cette fois-ci elle dormait du côté droit, et elle a été dans la nuit d'un coup secouée très brutalement. Genre vraiment, ça tremblait sur elle et tout, etc. Là, elle se réveille en sursaut, elle se penche vers son mari pour lui demander pourquoi il la secoue, sauf qu'elle se rend compte que son mari est en train de dormir très profondément. Et en plus de dormir très profondément, il n'est pas du bon côté d'où on l'a secoué. Là, elle a un très mauvais feeling, elle est à la fois tétanisée et à la fois elle a un pressentiment. Elle saute de son lit, court vers la chambre de son gamin, allume la lumière et au moment où elle allume la lumière, elle entend un allaitement genre un... Elle explique qu'en fait, un bébé qui est prématuré, qui est sous oxygène, parfois quand il arrête de respirer, il suffit de le surprendre pour qu'il se remette à respirer. Et elle pense qu'en allumant la lumière, ça l'a surpris et du coup, il s'est remis à respirer. Après cet épisode-là, les rêves et les choses étranges ont continué jusqu'à ce que son bébé ne soit plus sous oxygène et plus sous caféine. Les animaux de compagnie ont cessé d'agir bizarrement et le jouet Peekaboo a arrêté de se déclencher tout seul. Elle est persuadée aujourd'hui que quelqu'un est rentré avec elle de l'hôpital pour protéger et surveiller son bébé. Elle est croyante, etc. Bref, on n'est pas là pour juger, hein, surtout pas. Mais elle est persuadée que quelqu'un était là pour protéger son bébé et que ce n'était pas une entité néfaste, mais plutôt une entité positive, une entité de protection. Et elle dit qu'elle sera toujours reconnaissante envers elle de l'avoir réveillée ce jour-là, parce qu'elle pense que c'est grâce à ce réveil-là qu'elle a sauvé la vie de son gamin. Alors après, il y a plusieurs théories. Soit c'est elle qui était hyper en alerte parce qu'elle savait que son gamin pouvait littéralement mourir à n'importe quel moment et du coup elle s'est imaginé tout ça et c'est juste son instinct, son cerveau qui a inventé un peu des trucs, sachant que cette histoire est un peu vieille. Soit c'est réel, de toute façon c'est l'un des deux, hein, il y a forcément un des deux. Pour ceux qui y croient, vous me direz que c'est réel. Moi je suis assez sceptique par rapport à ça, mais pourquoi pas, je n'ai pas la science infuse, donc peut-être que c'est vrai et ça serait stylé, hein, pour une fois qu'on parle d'un esprit qui n'est pas méchant, ça c'est cool quand même. Voilà, ça me fait moins flipper. Après je t'avoue que si dans la nuit on me secoue mon lit comme ça, je me rends compte que c'est pas ma meuf qui est à côté, bah je vais mouiller un petit peu mon lit, oui, parce que je vais me chier dessus, ouais, mais je vais me pisser dessus, ouais. J'ai pas honte de le dire, hein. Faites pas genre, hein. Votre lit secoue comme ça, vous faites pas les malins, hein, s'il y a personne à côté, hein. Cette histoire, c'est l'histoire de Quentin et il commence son histoire directement par nous mettre le contexte pour qu'on comprenne bien tout ce qui va se passer. Alors, en gros, il habite dans un appartement au dernier étage et il a un chat. Ce chat a l'habitude de sortir dehors, etc. Mais évidemment, comme il est au 3e étage, il peut pas sortir tout seul. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand il veut sortir, quand lui part, sa mère, ses parents, sa sœur, peu importe, et ben le chat les suit, il prend l'ascenseur même avec eux, il descend et ensuite il va dehors. À ce moment-là, quand le chat veut rentrer et quand un membre de la famille rentre, il fait le chemin inverse, il suit la personne, monte dans l'ascenseur et rentre dans l'appartement. Il a aussi une technique, c'est-à-dire que quand il veut rentrer et que tout le monde est à l'intérieur, il se met en dessous d'une des fenêtres de l'appartement et il miaule comme un fou pour pouvoir se faire entendre. C'est une technique qui marche plutôt bien, le seul problème c'est quand il n'y a personne à la maison. Donc ce qui a été convenu avec les voisins, c'est qu'il puisse le faire rentrer quand il le voit devant, etc. pour pas qu'il passe sa vie dehors. Et surtout quand il pleut. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des voisins qui ont la clé de chez eux directement, donc ils font des fois rentrer le chat directement à l'intérieur. Mais tous les voisins n'ont pas la clé, donc ils ont juste demandé à ces voisins-là qui n'ont pas la clé d'au moins le faire rentrer de temps en temps à l'intérieur. Et en général, quand ça se passe, le chat le sait, il monte par les escaliers et il se met devant la porte du côté des escaliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux entrées pour rentrer dans son appartement. Il y en a un qui est celui que, en général, Quentin prend toujours avec son chat, c'est par l'ascenseur. En fait, l'ascenseur mène directement à l'entrée de son appartement avec une clé spéciale, et ensuite, il y a encore une porte avec un seul verrou. Ça, c'est l'entrée que, en général, toute la famille prend le plus souvent. Et il y a une entrée aussi par les escaliers, du coup, qui là est un peu plus chiante parce qu'il faut prendre les escaliers, certes, et surtout, il y a deux verrous à ouvrir en arrivant des escaliers qui sont un peu chiants. Mais le chat, quand il rentre et qu'il sait qu'il n'est pas avec un membre de la famille, il passe toujours par les escaliers, il se pose devant cette porte-là et il miaule comme un fou, pareil, jusqu'à ce que quelqu'un lui ouvre. Maintenant que vous avez le contexte, on peut passer à la suite.
Donc Quentin nous explique que ses parents aiment bien partir le week-end en montagne et que sa sœur part souvent chez son copain. Donc souvent il est seul le week-end, donc il en profite pour faire le ménage et inviter des potes pour passer une bonne soirée. Sauf que ce soir-là, il est environ 23 h et Quentin est tout seul. Il se pose devant la télé, etc. Pendant qu'il regarde la télé et qu'il regarde son film, il entend un miaulement par-dessus le son de sa télé. Donc il se dit, ah tiens, un voisin a fait rentrer mon chat et il est devant la porte des escaliers, il attend que je le fasse rentrer. Donc il y va et en même temps qu'il est en train de déverrouiller le premier verrou, il entend son chat qui miaule. Sauf qu'il y a quelque chose qui l'interpelle. Le miaulement de son chat, il le connaît par cœur. Ça fait 7 ans tous les jours qu'il l'entend, etc. Et il a ce côté un peu mignon, vous voyez, pour ceux qui ont des chats de quoi je parle, un peu en mode s'il te plaît ouvre-moi, j'ai faim, voilà, un peu suppliant, quoi. Et il retrouve pas exactement le même miaulement, il a l'impression que ce miaulement est un peu plus grave. Mais ce qu'il trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'autre chat qui sait qu'il doit attendre là pour rentrer. Donc, il se dit que c'est sûrement son chat, mais avant de déverrouiller le deuxième verrou, il attend d'entendre un autre miaulement. Sauf qu'au lieu d'entendre un autre miaulement, il entend des grattements. Le problème à ce moment-là, c'est que son chat ne gratte jamais. Quentin, il a un très mauvais feeling à ce moment-là, mais les miaulements sont de plus en plus forts et il a pas envie que si c'est vraiment son chat, ça réveille tous ses voisins. Donc il part pour déverrouiller sa serrure, mais juste avant, il a une idée qu'il a pratiquement jamais parce que en fait c'est pas quelqu'un de très prudent habituellement. Il dit qu'il a 21 ans, mais qu'il a jamais regardé dans l'œillet de sa serrure pour voir qui frappait à la porte, etc. Bref, d'habitude il ouvre en étant serein, etc. Sauf que là, il se dit, bon, je vais regarder en même temps que je déverrouille, voir si c'est vraiment mon chat. Bon, il y a peu de chance que ce soit pas mon chat, mais bon. Et là, il se dit qu'il a vraiment bien fait de le faire puisqu'il découvre un mec accroupi derrière sa porte, en train de miauler comme un fou et de gratter la porte. Là, il nous dit que le mot effrayé n'est même pas assez fort pour dire à quel point il a eu peur. Il est totalement figé, il a l'impression que son cœur s'arrête et il ne sait pas quoi faire pendant quelques secondes. Il entend toujours le mec miauler à la mort, ce qui le terrorise. Finalement, il fait la seule chose logique à ce moment-là, il ouvre la porte et il dit bonjour au mec. Pas du tout. Pas du tout, non. Il court vers son téléphone et il appelle la police. La police arrive rapidement, mais quand elle arrive, il n'y a plus personne et Quentin ne sait plus vraiment exactement à quel moment les miaulements se sont arrêtés. La police prend sa déposition et lui dit simplement de faire attention. À ce jour, Quentin, il sait toujours pas ce que ce mec voulait, pourquoi il miaulait devant la porte et surtout comment il savait que son chat miaulait, etc. et pourquoi il voulait rentrer dans la maison de Quentin. Il le sait toujours pas. Surtout qu'en plus, pour rentrer dans son bâtiment, il faut une clé. Son bâtiment est fermé et surtout au milieu de la nuit. Bref, il aura jamais de réponse à cette question-là. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que s'il a des réponses, ça veut dire que le mec est revenu et ça fait un peu flipper. Cette histoire, c'est l'histoire de Paul et il nous explique qu'elle s'est passée il y a quelques semaines lorsque son chat est mort dans ses bras. Voilà, je pose le contexte direct, ça calme tout de suite. Il nous explique un peu l'histoire avec ce chat, c'est-à-dire qu'il l'a trouvé quand il était chaton, qu'il passait au bord d'une route, etc. Et au moment où il a ouvert sa porte, le chat est directement monté dans sa voiture. Depuis, ils sont devenus inséparables. Paul, il dit qu'il est amoureux des animaux, mais qu'avec lui, c'était vraiment spécial. Ils avaient une relation très très spéciale, toujours très fusionnelle, etc. Sauf que voilà, un soir où il rentre, il l'appelle et il ne vient pas. Paul, il est persuadé qu'il s'est passé quelque chose de terrible parce que il venait toujours quand Paul l'appelait. Peu importe à quel moment de la journée, peu importe quand, il venait toujours. Donc là, il y avait un réel problème. Paul nous explique donc que les jours qui suivent, il a fouillé chaque centimètre de sa maison et qu'il s'est même arrangé pour faire venir des chiens pour essayer de retrouver son chat, pour vous dire à quel point il était déterminé. Au final, il a fait venir même plein de membres de sa famille qui sont venus pendant plusieurs jours, mais évidemment, au bout d'un moment et plusieurs jours de recherche, tout le monde était fatigué, épuisé et désespéré. Lui-même était désespéré et fatigué et il a décidé d'arrêter comme tout le monde. Sauf un dernier soir où il s'est dit que bon, il allait en profiter pour faire un dernier tour pour promener son chien aussi en même temps. Donc il part dehors de nuit avec son chien en laisse. Et alors qu'il se balade au bord d'un lac, il voit un mouvement dans sa vision périphérique. Il regarde au loin et ce qu'il voit le fige et en même temps le rend très heureux. Il a l'impression de voir son chat à quelques mètres de lui qui le regarde, qui miaule comme s'il l'appelait. Seulement, son chat n'avait pas les mêmes yeux que d'habitude. Il avait les yeux tout noirs, un regard très bizarre et il était un peu brumeux, il paraissait pas naturel. Sachant que de base, son chat a les yeux brumeux, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Bref, il trouve ça bizarre, en plus, je sais pas, il y a un feeling bizarre avec ce chat. Et d'un coup, il le voit courir dans la direction de sa maison. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il lui court après et il essaye de chercher dans la direction dans laquelle il est parti, sauf qu'il le voit pas. Mais il a un feeling à ce moment-là, un feeling avec sa maison, comme si il était retourné dans la maison et plus précisément dans sa cave. Sachant que sa cave, il l'avait déjà fouillée plusieurs fois.
Au moment où il arrive dans sa cave, il découvre son chat au sol, sans bouger. À ce moment-là, il n'est pas mort, mais ce qu'il apprendra après, c'est qu'il avait pris un caillou, du coup, dans une artère, qui lui a coupé la circulation entre les jambes et la queue. Qui donc indique que ça ne vient pas d'arriver et qu'il n'a pas pu courir comme il vient de le voir. Paul prend son chat dans ses bras, le garde contre lui et pendant les minutes qui suivent, il crache du sang, crache des glaires et même des cailloux directement qui finiront par lui bloquer la circulation du cerveau, etc. Bref, il finira par mourir dans ses bras. Paul est dévasté, il amène son chat au vétérinaire et même le véto lui dit que c'est impossible qu'il ait pu courir et qu'il ait pu le voir courir. Pour Paul, c'est sûr, son chat, même en étant immobile, a réussi à le retrouver pour lui indiquer où il était jusqu'à la fin. Voilà, je vous ai dit que c'était un peu moins d'horreur, c'est par contre très triste. Je sais pas pourquoi j'ai commencé la vidéo en disant qu'on était sur un truc plus positif. Parce que un petit côté joli quoi, du coup le chat l'a retrouvé, etc. Pour lui, il a vu son chat en mode fantôme ou projection astrale, je sais pas comment on peut dire ça. Et il est venu le chercher. Et ça, c'est beau, même si son chat est mort dans ses bras. Voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu, c'est un concept un peu différent aujourd'hui, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, évidemment à casser la gueule du pouce bleu et la gueule de la barre d'abonnement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou la famille.